Les parcs nationaux et les forêts denses ne sont pas seulement des endroits beaux et calmes. Ici, entre les arbres et les chemins, il se passe parfois des choses étranges qui vous effraient. Des personnes disparaissent sans laisser de traces, comme si la forêt elle-même les emportait. Imaginez une soirée tranquille, vous montez votre tente, vous regardez le coucher de soleil, et en un instant vous disparaissez. Aujourd'hui, nous allons vous raconter deux histoires mystérieuses. La première concerne Tom Haley, qui a disparu de sa tente près du rocher de la Dent du Dragon lors d'un violent orage. La seconde histoire est celle d'un petit garçon, Kevin Rodriguez, qui a disparu quelques secondes sous les yeux de ses parents. Seule sa veste a été retrouvée par la suite, ce qui rappelle étrangement le mystère qui se cache dans les bois. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de ce type, n'hésitez pas à les aimer, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Passons maintenant à la première histoire qui vous donnera certainement la chair de poule. Le 15 avril 2017, Tom Haley, 34 ans, a soudainement disparu près d'un sentier de randonnée bien connu, à proximité d'une formation rocheuse que les randonneurs appellent Dragon's Tooth. Cette zone, située dans la forêt nationale George Washington et Jefferson de Virginie, est connue depuis longtemps pour ses magnifiques sentiers de randonnée et ses panoramas époustouflants. Des centaines d'amateurs de plein air s'y rendent chaque année, mais c'est dans ces lieux que l'on enregistre de temps à autre des disparitions inexpliquées de personnes, et ce dans des conditions plutôt favorables. Le cas de Tom Haley a touché de nombreuses personnes. Sa famille et ses amis ont tout mis en œuvre pour retrouver sa trace, tandis que les autorités du comté et des bénévoles ont passé des mois à parcourir le voisinage pour tenter de comprendre où un homme jeune et apparemment en bonne santé avait pu se rendre. L'histoire de Tom était remarquable parce qu'il a disparu à la sortie de sa tente, laissant ses affaires, son téléphone et même son portefeuille intacts. Rien n'indiquait qu'il était parti volontairement et tout semblait indiquer qu'il s'était simplement dissous. Aucun corps, aucune personne vivante, ni la moindre preuve n'ont jamais été retrouvés. Tom Haley est né en 1983 dans la banlieue de Washington, D.C., en 1983. Selon sa mère, Ellen Haley, dès son enfance, il aimait la nature et avait tendance à passer ses week-ends à faire de la randonnée, à pêcher ou à faire du VTT. Pendant sa scolarité, Tom a fait du sport, en particulier de l'athlétisme et du cross-country. En 2017, Tom travaillait comme administrateur de système pour une petite entreprise informatique à Richmond, en Virginie. Il a essayé de ne pas interrompre sa passion pour le tourisme. Une fois par mois, voire plus souvent, il s'aventurait dans les régions montagneuses voisines, préférant les randonnées en solitaire ou en petits groupes. Ses amis se souviennent que Tom abordait généralement les voyages de manière responsable et qu'il étudiait toujours les prévisions météorologiques, une carte de la région et emportait l'équipement nécessaire. En avril 2017, Tom a eu de courtes vacances d'une semaine. Pour des raisons familiales, il n'a pas pu faire une grande sortie avec ses copains en Virginie occidentale et il a donc décidé de passer quelques jours en solo à randonner autour de Dragon's Tooth, un tronçon bien connu près de l'Appalachian Trail. Son plan était de faire un peu de camping dans une zone où il est possible de passer la nuit, de marcher jusqu'aux falaises elles-mêmes et peut-être de prendre quelques photos depuis les points de vue panoramiques. Sa famille n'y voyait rien d'anormal. Les montagnes de Virginie sont la deuxième maison de Tom et il disposait d'un équipement et de compétences suffisants. D'après la correspondance échangée avec un ami, à en juger par les SMS qui ont été examinés plus tard par la police, nous savons que Tom est arrivé au départ du sentier le matin du 14 avril dans sa voiture.
Il a garé sa voiture sur le parking officiel réservé aux randonneurs, a pris son sac à dos et est parti en direction d'un camping situé à environ 1 km du sentier principal. Le lendemain matin, 15 avril, il a été vu par un autre randonneur, un couple de Roanoke, qui marchait sur le sentier dans la même direction. Ce couple marié, Tom et Kathy Patterson, tous deux âgés d'une quarantaine d'années, se souvient qu'en se rendant à Dragon's Tooth, le matin du 15 avril, ils ont rencontré Tom Haley sur le parking. Il a semblé amical et ouvert, les a salués et leur a demandé s'ils avaient beaument vu des panneaux de signalisation sur le sentier latéral. Kathy a noté dans sa conversation avec la police qu'elle n'avait remarqué aucun signe d'agitation ou de comportement inapproprié de la part de Tom. Il semblait alerte, disant qu'il avait passé la nuit dans une tente et qu'il comptait se rendre sur le sentier dans l'après-midi pour rentrer avant le crépuscule. À la mi-journée, on a appris que les météorologues prévoyaient un orage violent pour la soirée de ce jour-là, à en juger par la correspondance échangée sur les forums de discussion et par les prévisions. Un front, qui se produit souvent dans les montagnes de Virginie au printemps, était effectivement attendu. Les personnes rencontrées en chemin se sont mutuellement averties de la possibilité de fortes pluies, de tonnerre et de vent, et ont recommandé de planter les tentes sous les arbres afin de les protéger des rafales de vent. La famille de Patterson s'est mise en route, tandis que Tom essayait de rester pour faire ses bagages et a prévu de revenir au point de départ du sentier vers l'heure du déjeuner. Personne ne se doutait que ce serait la dernière preuve confirmée de sa présence dans la région. Selon la station météorologique, un système de pluie a commencé à se former dans l'après-midi du 15 avril. Vers 10 à 8 heures, une averse accompagnée de coups bonnies de tonnerre et de puissantes rafales de vent s'est abattue sur le département où se trouve le site de la Dent du Dragon. Les rafales atteignaient 25 à 30 mètres par seconde, ce qui correspondait à une forte tempête, capable de briser des branches d'arbres et d'abattre des structures légères. Le terrain sur les flancs des montagnes devient alors extrêmement inconfortable et potentiellement dangereux. Dans les mêmes châteaux touristiques, les gens ont activement partagé les avertissements. Certains ont écrit qu'ils se tourneraient vers le motel le plus proche, d'autres ont prévu de camper dans des zones plus basses et de garder la tente très solidement attachée. Hélas, on ne sait pas si Tom s'est connecté pendant cette période. Les communications dans les montagnes s'affaiblissaient et les signaux cellulaires étaient souvent perdus dans la région. Il est probable qu'il était resté dans sa tente, espérant attendre la fin de la tempête. Le matin du 16 avril, Kathy et Tom Patterson, qui revenaient de Dragon's Tooth, ils avaient là pour passer la nuit ailleurs, dans un refuge pour touristes, ont décidé de prendre des nouvelles de Haley, qu'ils avaient rencontré la veille. Selon eux, ils ont trouvé sa tente dans la même clairière où ils l'avaient vue, le matin du 15. Cependant, l'endroit semblait n'avoir subi aucun mouvement. Le fermoir de l'auvent de la tente de camping était dérabattu. Quelques effets personnels se trouvaient à l'intérieur. Un sac de couchage, une natte, un petit sac à dos. À l'extérieur, un thermos et un sac de nourriture se trouvaient pendre près du feu. Selon Kathy, le téléphone portable de Tom était posé sur une petite table de camping, comme si l'homme était sorti un instant et devait revenir. La première chose que les Patterson ont remarqué, c'est qu'il y avait des traces de l'orage de la nuit autour de la tente, des brindilles de cassé, le sol érodé par la pluie. Mais la tente elle-même était toujours debout au même endroit, ses tendeurs attachées. Elle n'avait pas l'air d'avoir été emportée par l'eau ou emportée par le vent. Autre nuance désagréable, il n'y avait pas âme qui vive dans le voisinage. Le soleil matinal réchauffait peu à peu le sol humide et le silence régnait, interrompu seulement par le chant des oiseaux. Mais Tom n'est nulle part. Après une demi-heure d'attente, les Patterson commencent à s'inquiéter. Ils appellent Tom par son nom.
tournent autour de quelques buissons voisins et d'un petit sentier descendant, mais ne trouvent aucun signe de l'homme. Katie se souvient que tout était bien rangé à l'intérieur de la tente. Les baskets de rechange de Tom, son portefeuille, un petit couteau et une lampe de poche sont restés intacts. Le couple a décidé qu'il y avait un problème et s'est rendu à un endroit où il y avait une réception de signal mobile. Ils ont dû s'éloigner de quelques centaines de mètres, plus près de la route principale, pour appeler le 911. C'est ainsi qu'à 10h15, le 16 avril, le premier appel a retenti, signalant la disparition probable d'un randonneur. Les gardes forestiers et la police locale sont intervenus rapidement. À midi, le 16 avril, plusieurs agents du service forestier, 2 policiers et 2 bénévoles d'une équipe locale de recherche et de sauvetage sont arrivés sur le site. Ils ont inspecté la tente, photographié la situation et pris dans le sac à dos de Tom quelques objets susceptibles d'être utiles pour retrouver la piste, des vêtements et une serviette portant son odeur. Le chien, spécialement entraîné à la recherche de personnes disparues, a reniflé ces objets et a commencé à avancer dans la forêt en direction d'un sentier secondaire. Mais après 200-300 mètres, il a perdu l'odeur de quelqu'un. Les sauveteurs ont indiqué qu'un violent orage aurait pu effacer de nombreuses traces, en particulier si la personne était partie la nuit ou le matin après la pluie. Le téléphone de Tom, laissé sur la table, avait une batterie à moitié déchargée. Les enquêteurs ont remarqué qu'il contenait plusieurs messages non lus d'un ami et de sa mère, envoyés dans la soirée du 14 avril et tôt le matin du 15. Il semble que Tom n'ait pas accédé à son téléphone la nuit de la tempête. Le signal GPS ne fonctionnait pas ou était inactif à ce moment-là. Aucune note ou trace de sa destination n'a été trouvée. La région de Dragon's Tooth, en Virginie, est une zone rocheuse connue pour ses protubérances verticales et ses reliefs uniques qui se dressent comme des crocs vers le ciel. Le sentier qui y mène est relativement populaire et une partie de celui-ci croise le sentier des Appalaches qui s'étend sur plusieurs États. De nombreuses personnes viennent voir ces flèches de pierre et prendre des photos spectaculaires. Mais malgré sa popularité, la forêt environnante peut s'avérer dangereuse. Certains tronçons se trouvent dans des plaines avec des libes de ruisseaux asséchés et des amas de rochers. D'autres tronçons s'élèvent brusquement jusqu'à la chaîne de Catuoba et requièrent une certaine expérience de la randonnée. Au printemps, il y a souvent des orages violents, un sol mouillé, des rochers glissants, des branches tombées après un ouragan peuvent créer une situation soudainement dangereuse pour quelqu'un qui essaie de naviguer dans de mauvaises conditions ou de nuit. Selon le rapport des prévisionnistes, la tempête a pu provoquer des engorgements localisés dans la nuit du 15 au 16 avril, mais les niveaux d'eau dans les ruisseaux et les rivières n'étaient pas extraordinaires. Cependant, une averse accompagnée de vents violents est tout à fait capable de désorienter les gens. Le bruit de la pluie, le tonnerre et les éclairs provoquent souvent la perte de repères ou la panique, surtout s'ils sont pris à l'improviste. Du 16 au 20 avril, les opérations de recherche de Tom Halley se sont poursuivies sans interruption. Un quartier général mobile a été amené au pied de la montagne avec le personnel du shérif du comté, des volontaires, des pompiers et des médecins. La zone a été ratissée par secteur et plusieurs unités canines ont été déployées. Un hélicoptère et des drones équipés de caméras ont survolé les zones boisées et les corniches rocheuses dans un rayon d'environ 5 km autour de l'emplacement de la tente. Normalement, lorsqu'un randonneur disparaît, il est presque toujours possible de trouver des preuves indirectes. Une bouteille d'eau perdue, un bout de tissu, des empreintes de chaussures fraîches sur un sol humide, des branches cassées, indiquant que la personne a marché dans les buissons. Dans le cas présent, cependant, les choses étaient extrêmement étranges.
« Nous n'avons rien trouvé », racontera plus tard l'un des volontaires, comme si Haley avait disparu. Il n'y avait même pas de traces de lui dans le lit du ruisseau, alors que sous une pluie battante, de nombreuses personnes se rapprochent de l'eau lorsqu'elles perdent leurs repères. Les chiens n'ont pas non plus réussi à trouver une piste claire, et là où elle s'est interrompue, il n'y avait rien à suivre. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est que tous ses effets personnels, à l'exception des vêtements qu'il portait, ont été laissés dans la tente. Son portefeuille, dans une poche de son sac à dos, contenait plus de 100 $ en liquide et des cartes bancaires. Le téléphone se trouvait sur une autre table. Rien n'indique des intentions suicidaires. Au contraire, à en juger par le carnet où Tom a noté l'itinéraire, il avait des projets pour les jours suivants. Les parents de Tom, venus d'urgence de Richmond, ont demandé aux sauveteurs de vérifier toutes les pistes possibles. Ils insistent sur le fait que leur fils n'aurait pas laissé ses affaires derrière lui sans raison particulière. Dans la nuit du 16 au 17 avril, alors que le ratissage le plus approfondi de la forêt commençait, le temps s'est calmé, mais la chute des températures a ajouté au défi. Un léger brouillard dérivant sur les bases de terre rendait la visibilité difficile. Certains chercheurs ont fait remarquer qu'il était facile de se perdre dans ce brouillard, même avec une boussole et une carte. Cependant, Tom n'a toujours pas été retrouvé, et il n'a pas établi de contact. Après plusieurs jours d'efforts infructueux, le shérif du comté a annoncé que la zone de recherche avait été étendue à 10 km de l'aire de stationnement. Des patrouilles à cheval ont été mobilisées car certains sentiers du parc national sont plus faciles à voir à cheval. Une équipe de plongeurs a même été invitée à vérifier quelques lacs et zones humides. Mais même là, ils n'ont pas trouvé la moindre trace. Pendant un certain temps, la version criminelle a été envisagée. Tom aurait-il été kidnappé? Mais logiquement, c'était incompréhensible. Le camping n'était pas situé au bord de la route, mais au plus profond de la forêt. Il était improbable qu'une voiture puisse passer inaperçue la nuit d'un orage. Les autres campeurs qui ont dormi dans la zone de Dragon's Tooth, et ils étaient nombreux, n'ont pas entendu de bruit suspect, de cris ou de bagarres. Personne n'a signalé de comportement agressif de la part d'étrangers. En outre, il n'y avait aucune trace de bagarre ou de sang sur les lieux de la disparition. La famille et les proches de Tom ne croyaient pas à la version du départ volontaire. Il n'était pas un homme enclin à la fugue ou à la double vie. Il avait toujours un emploi stable et des projets en ville. Il ne présentait aucune anomalie mentale. Les recherches ont périodiquement permis de retrouver des personnes qui affirmaient avoir vu un homme ressemblant à Tom Haley à divers endroits dans les bois et même plus loin dans les comtés voisins. La plupart de ces proches témoins confondaient les dates ou décrivaient quelqu'un qui ne correspondait pas aux apparences. Aucun de ces rapports n'a fourni de pistes concrètes. Certains volontaires ont commencé à faire part de leurs suppositions mystiques. Le site de Dragon's Tooth a fait l'objet de plusieurs rapports de disparitions étranges. En 2015, le photographe Jonathan Clark a disparu, un cas également largement discuté dans les médias locaux. Une semi-légende s'était répandue, selon laquelle il y aurait ici une sorte de zone anormale qui ferait disparaître les gens sans laisser de traces. Les autorités officielles n'ont bien sûr pas soutenu ces rumeurs, estimant que toute situation a une véritable explication, même si elle est inconnue pour l'instant. Le 10 mai, le shérif a annoncé la fin officielle de la phase active des recherches. D'après le rapport de police, toutes les méthodes et ressources ont été épuisées. D'autres opérations d'envergure ne sont pas possibles dans le cadre du budget et d'une planification raisonnable, et aucun nouvel élément de preuve n'est disponible. La famille de Tom a continué à rechercher son fils même après l'annonce, en engageant un détective privé, en impliquant le public par le biais des médias sociaux et en organisant des groupes de bénévoles indépendants.
Mais même ces efforts n'ont pas donné de résultat. Jusqu'à aujourd'hui, Tom Haley a été porté disparu. Le 12 juin 2003, dans l'un des coins pittoresques de la Virginie occidentale, s'est déroulée une tragédie qui suscite encore l'imagination des habitants et des touristes. Un petit garçon, Kevin Rodriguez, âgé de 7 ans, a disparu à quelques pas de ses parents, sous leurs yeux, et s'est comme volatilisé. L'accident s'est produit près de la ville historique de Harper's Ferry, au confluent du Potomac et de la rivière Shenandoah. La région elle-même est un magnifique et appréciée des randonneurs, mais c'est dans ce genre d'endroit que de nombreuses personnes signalent le plus de disparitions inexpliquées. Les parents et les sauveteurs ont fouillé les environs. Des chiens policiers ont été déployés. Des hélicoptères ont été envoyés. Mais Kevin n'a pas été retrouvé. L'élément clé de cette histoire est le fait qu'un mois plus tard, exactement à l'endroit où le garçon a disparu, sa veste est réapparue, bien pliée, sans aucune trace de dommage. Ce détail n'a fait que renforcer l'aura mystique entourant la disparition et a donné lieu à une multitude de versions, des plus rationnelles aux plus fantastiques. Dans ce rapport, nous tenterons de reconstituer l'enchaînement des événements, de rassembler les faits à partir des témoignages des parents de Kevin, des volontaires qui ont participé aux recherches, ainsi que d'esquisser le déroulement de l'enquête officielle. Tous ceux qui ont lu ou entendu de telles histoires se sont demandé comment un enfant peut-il disparaître par une belle journée d'été, à quelques mètres seulement d'adultes, et rester introuvable après des recherches approfondies. Il n'y a toujours pas de réponse. La ville de Harper's Ferry est située au confluent de deux rivières, le Potomac et la Shenandoah, à la frontière des États de Virginie occidentale, du Maryland et de Virginie. Cette colonie historique a joué un rôle important dans la guerre civile, comme en témoignent les musées et les forts préservés. Aujourd'hui, Harper's Ferry attire des milliers de touristes chaque année. Certains viennent pour les rues historiques, d'autres pour les vues spectaculaires sur la rivière et les rivages rocheux. Et les randonneurs apprécient la possibilité de parcourir le célèbre sentier des Appalaches à proximité. Le terrain autour de Harper's Ferry est une combinaison de collines ondulantes, de pentes de montagnes basses et de forêts denses descendant jusqu'à l'eau. En été, le climat est généralement doux, avec des températures comprises entre plus 25 et plus 28 degrés pendant la journée, bien qu'il y ait parfois des périodes de fortes pluies ou de chaleur. Mais le 12 juin 2003, le temps était clair, sans brouillard ni vent fort. C'était la journée idéale pour une sortie en famille. Les parents de Kevin, Mark et Lauren Rodriguez, habitent Baltimore, dans le Maryland. Cette année-là, Mark travaillait dans un grand entrepôt et Lauren enseignait dans une école locale. Ils organisaient souvent de petites excursions à la campagne pour s'éloigner de l'agitation de la ville et y emmenaient généralement leur fils, Kevin. Le garçon aimait dessiner, lire des livres sur les animaux et rêvait d'avoir un chien. Selon Lauren, Kevin n'était pas un jeune extrême ou un enfant insouciant. Il se caractérisait au contraire par une nature calme et curieuse. Ses parents pensaient que Harper's Ferry était un endroit sûr pour une petite excursion d'une journée. Le jour de la disparition, Mark, Lauren et Kevin sont arrivés à Harper's Ferry à 10h du matin, se sont garés près de l'un des parkings officiels et ont emprunté un sentier pittoresque le long des collines de la rivière. Le plan était simple, marcher pendant 1 heure ou 2, s'arrêter à une aire de pique-nique et rentrer le soir. La matinée est ensoleillée et l'air est frais. Il n'y avait aucun signe de trouble. Selon le témoignage de leurs parents, vers midi, ils se sont approchés d'une petite zone boisée où le sentier tournait. Kevin avait été actif toute la matinée, courant devant,
puis revenant, parlant des oiseaux qu'il avait vus, posant des questions. Son père marchait derrière lui, sa mère légèrement devant. À un moment donné, Kevin a demandé de l'eau à sa mère, qui lui a répondu que son père avait la bouteille. Lauren s'est retournée et a vu Kevin se tourner vers son père, qui se trouvait à 5 ou 10 mètres derrière lui. À ce moment-là, le garçon, selon sa mère, a vu quelque chose derrière un arbre et a couru vers le tronc épais le plus proche, disparaissant de la vue pendant quelques secondes seulement. Mark, occupé à ajuster la sangle de son sac à dos, a levé les yeux et n'a pas remarqué son fils. Il ne pensait pas que quelque chose de terrible allait se produire. Il supposait que Kevin se cachait simplement, jouant à cache-cache. Mais en arrivant à l'arbre, Mark ne trouve personne. Après avoir regardé autour d'eux et appelé leur fils à grands cris, les parents se sont rendus compte que celui-ci ne répondait pas. Au début, ils n'ont pas paniqué. Ils pensaient que Kevin s'était enfui par le chemin ou qu'il était allé dans les buissons pour les effrayer. Mais ils ont appelé fort. Les bois n'étaient pas si denses. Ils auraient dû entendre un bruissement ou une réponse. Mais le silence était absolu. En quelques bonnes minutes, ils avaient fait le tour de l'arbre, regardant derrière les buissons, examinant la pente douce, le garçon n'était de nulle part. La situation devenait déjà très étrange. Plus les parents restaient sans nouvelles de leur fils, plus la terreur grandissait. Mark et Lauren se séparent et tournent autour du périmètre le plus proche, dans un rayon d'environ 50 mètres, en appelant le nom de Kevin. N'entendant aucune réponse, ils ont commencé à penser qu'il avait pu tomber, peut-être dans un ravin peu profond, ou dans le lit d'un ruisseau que l'on trouve périodiquement dans la région. Mais il n'y avait aucun bruit de pleurs, aucun signe de chute ou de branches cassées. Après 20 minutes de recherches infructueuses et de cris, ils ont été rejoints par des randonneurs qui passaient par le même sentier. Ensemble, ils fouillent les buissons avoisinants et grimpent un peu plus haut sur la pente, en vain. Bientôt, l'un des randonneurs a appelé la police et le service forestier. Les parents du garçon sont au bord de la panique. Mark commence à crier et à courir dans tous les sens sur le sentier. Lauren pleure et supplie qu'on l'aide. C'est ainsi qu'a commencé l'une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage de ces 10 dernières années, autour de Harper's Ferry. Dans la soirée du 12 juin, plusieurs équipes de police, des gardes forestiers et le premier groupe de volontaires sont arrivés sur le site de la disparition de l'enfant. La famille Boschwe Rodriguez n'arrive pas à croire que Kevin a disparu dans un ciel clair, en une fraction de seconde. Le service des forêts prépare une carte de la zone et des petits groupes de 3 à 5 personnes se mettent à parcourir la zone carré par carré. La nuit les rattrape rapidement, mais les gens continuent à chercher avec des torches, en criant le nom de Kevin. Le 13 juin, au matin, des agents canins accompagnés de chiens se sont joints à l'opération. Il semblait que l'odeur fraîche de Kevin devait être facilement détectée, étant donné qu'il avait disparu depuis un certain temps. Mais les chiens ont suivi la piste près de l'arbre où il avait été vu pour la dernière fois, et au bout de 10 à 15 mètres, ils ont littéralement perdu leur direction. C'est comme s'ils n'étaient pas allés plus loin, s'étonnent les chiens. Ils ont mené des opérations de reniflage à plusieurs reprises, mais toujours dans l'impasse. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques ont également été mobilisés. En été, la forêt n'est pas trop dense, surtout vue de haut. Il semblait que le garçon pouvait être retrouvé s'il bougeait ou s'allongeait. Mais rien n'y fait. Plusieurs jours de patrouilles aériennes n'ont pas permis de le retrouver. La police et les bénévoles ont fini par étendre le rayon de recherche à 2, puis à 5 km. Ils ont fouillé tous les sentiers, les ravins, les berges des rivières et des ruisseaux. Les recherches localisées n'ayant rien donné, les autorités ont commencé à envisager d'autres théories. L'enfant aurait-il été enlevé par un criminel, par temps clair, sur un sentier fréquenté,
en quelques secondes. Le ravisseur aurait dû se déplacer à la vitesse de l'éclair. D'ailleurs, aucun randonneur n'a signalé de personnes suspectes ou de voitures garées à proximité. Certains points ne sont accessibles que par des routes de campagne. Une autre hypothèse est que le garçon soit tombé dans l'eau et que le courant l'ait emporté. Mais la distance entre le sentier et le fleuve Potomac est assez grande, et il n'y a pas de ruisseau rapide dans cette région. Des plongeurs ont ensuite vérifié plusieurs endroits potentiellement dangereux le long du lit des cours d'eau, mais en vain. Les parents ont pensé que Kevin s'était peut-être perdu après s'être éloigné de l'arbre et qu'il s'était égaré quelque part, surpris par les cris. Mais à quelle vitesse un enfant de 7 ans peut-il s'enfuir sans se faire repérer? Et les chiens auraient d'emblée dû sentir la piste de toute façon. La forêt est restée calme, le temps clair a facilité les recherches, mais celles-ci sont restées vaines. Le garçon semblait avoir disparu. Le détail le plus troublant de l'affaire est un événement qui s'est produit 1 mois après la disparition, le 12 juillet 2003. À la même heure, Mark et Lauren, accompagnés de 2 amis et d'un bénévole, ont décidé de revenir sur les lieux pour honorer la mémoire de leur fils, juste au cas où ils verraient de quelque chose. Selon eux, ils se sont arrêtés à l'arbre où Kevin a été vu pour la dernière fois. Et là, soigneusement pliée sur l'herbe, se trouvait sa veste légère, la même que Kevin portait le matin du 12 juin, mais qu'il avait enlevée lorsqu'il avait fait plus chaud. La veste était en parfait état, ni déchirée, ni sale. Dans la poche, il y avait un paquet d'encas aplati. C'est comme si quelqu'un l'avait donné à ses parents et l'avait laissé dans un endroit bien visible. Mais entre le 12 juin et le 12 juillet, des dizaines d'équipes de recherche, de bénévoles, de gardes forestiers et de journalistes ont parcouru le site et personne n'a vu la veste. Il n'y avait certainement rien à cet endroit auparavant, affirment d'une seule voix les personnes qui parcourent régulièrement le sentier. Mais le 12 juillet, la chose est apparue soudainement. La police a réagi en l'examinant à la recherche de traces d'ADN ou de cheveux. Rien d'autre que les empreintes digitales de Kevin. Il n'y a pas de taches de sang ni de preuves d'enlèvement. Les chiens ont à nouveau reniflé la zone, mais n'ont rien trouvé de concluant. L'impression était que la veste s'était simplement matérialisée dans la région. L'affaire a immédiatement fait la une des journaux locaux et même nationaux. La disparition d'un enfant est toujours un événement très médiatisé, et encore plus dans des circonstances aussi mystérieuses. Les parents de Kevin ont donné plusieurs interviews, suppliant tous ceux qui savent ont là quelque chose de se manifester. Hélas, la hotline n'a reçu que des appels de personnes qui auraient vu le garçon quelque part, au loin, mais ces informations n'ont pas été confirmées. Les médias ont souvent évoqué la question du « missing cutscenes », un terme non officiel désignant les cas de disparition mystérieuse dans les forêts américaines. Malgré le scepticisme de la police, de nombreux enthousiastes ont commencé à affirmer qu'il existait une sorte de « zone anormale » dans la forêt de Harper's Ferry, où des personnes pouvaient y disparaître. Les analystes rationnels ont rétorqué que la cause était plus probablement due à des recherches erronées, à la tromperie de la mémoire des témoins oculaires ou à une rare chaîne de coïncidences. Quoi qu'il en soit, les faits sont restés effroyablement rares. Pas de corps, pas de garçon vivant, pas de traces perceptibles. Au cours des années suivantes, 2004-2005, on a signalé de temps à autre la découverte de vêtements d'enfants en divers endroits de l'État de Virginie occidentale. La police a procédé à des vérifications et prélevé des échantillons d'ADN. Aucun de ces lieux n'avait de rapport avec Kevin Rodriguez. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles un sans-abri aurait avoué avoir enlevé le garçon. Mais les vérifications ont montré qu'il s'agissait d'un homme mentalement instable et déconnecté de la réalité. Au fil du temps, l'affaire s'est tassée
Les parents de Kevin ont continué à essayer d'attirer l'attention du public en distribuant des tracts, en parlant aux organisateurs des équipes de recherche et de sauvetage. Mais plus la date de la disparition s'éloignait, moins il y avait de chances que le garçon soit retrouvé. 20 ans plus tard, aucun élément nouveau n'est apparu. L'affaire criminelle n'a toujours pas été résolue. Kevin Rodriguez est officiellement toujours recherché en tant que personne disparue. De temps à autre, sa famille dépose des demandes de mise à jour des informations de recherche. Des dessinateurs ont tenté de prédire à quoi le garçon pourrait ressembler à l'âge adulte, mais aucun témoin ne les a reconnus comme étant réels. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires mystérieuses. Écrivez dans les commentaires les autres mystères de la nature que vous aimeriez découvrir. À bientôt.